Et il est tout juste minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel. Et c'est la dernière édition d'Afrique Soir. Elle vous est présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Edmond, bonsoir à tous. Le procès d'Ahmad Al-Mahdi devant la Cour pénale internationale, délibéré le 27 septembre, ce Malien est poursuivi pour la destruction de plusieurs mausolées à Tombouctou en 2012. À Madagascar, l'enquête piétine dans l'affaire du meurtre de 2 jeunes Français sur l'île de Sainte-Marie. Nous ferons le point avec Sarah Teto. En République démocratique du Congo, une épidémie de choléra le long du fleuve Congo à la frontière de la Centrafrique. Plus de 380 morts depuis le début de l'année. Dans l'actualité encore, l'Afrique du Sud et l'appel de la fille de Desmond Tutu à la fin de la discrimination en Afrique contre les homosexuels. Le marathonien éthiopien Feyisa Lilesa, médaille d'argent au JO de Rio, n'est pas rentré chez lui. Il craint pour sa vie après son geste sur la ligne d'arrivée, des poignets croisés comme s'ils étaient menottés. Et puis le football avec la dernière journée du groupe A de la Ligue africaine des champions. La ZEC Abidjan termine dernière de son groupe. On y reviendra avec Antoine Grenier dans 20 minutes. Le procès d'Ahmad Al-Mahdi devant la CPI s'est achevé ce mercredi après 3 jours d'audience. Le jugement et la peine de ce Malien poursuivi pour la destruction de plusieurs mausolées à Tombouctou en 2012 lors de l'occupation djihadiste seront donc prononcés le 27 septembre prochain. Aujourd'hui, toutes les parties se sont exprimées. Les débats ont porté sur la peine à lui infliger et comme Al-Mahdi a plaidé coupable, le procureur a requis entre 9 et 11 ans de prison conformément à un accord passé avec la défense mais qui n'engage pas les juges. Gilles Dutertre, le substitut du procureur, explique pourquoi cette peine lui semble un équilibre juste. La gravité des faits, le rôle de M. Al-Mahdi, son intention, son profil, milite pour une peine qui reflète pleinement sa culpabilité et qui soit aussi de nature dissuasive. Une peine qui rende justice aux victimes. Les auteurs de tels crimes doivent comprendre qu'il s'agit de faits graves, qui les exposent à des sanctions lourdes. Il n'est pas possible de tolérer que le patrimoine d'une collectivité et le patrimoine mondial soient démolis par des personnes qui s'érigent en juges de ce qui mérite de rester ou d'être détruit, au mépris de l'importance que cela a pour les autres. Maintenant, l'accusation prend aussi en compte un certain nombre d'éléments postérieurs aux faits. Ces éléments, il faut le reconnaître d'emblée, sont significatifs. Ces éléments militent pour une peine atténuée. Il s'agit principalement de l'admission de culpabilité, de la coopération dont M. Al-Mahdi a fait preuve et des remords exprimés à l'audience. Gilles Dutertre, le substitut du procureur au micro de Laura Martel. La vie politique au Mali à présent, après la démission, place aux explications. 3 partis politiques claquent la porte de la majorité présidentielle. Ils évoquent des questions de mauvaise gouvernance, d'absence de concertation et pointent du doigt la politique du gouvernement pour le retour de la paix dans le nord du pays. À Bamako, Serge Daniel. Les 3 formations politiques maliennes ayant claqué la porte accusent la Convention, qui regroupe les partis de la majorité présidentielle, d'être devenue une coquille vide. Amadou Thiam est président du parti Alliance démocratique pour la paix, ADP Mali, l'un des partis qui ont quitté la mouvance présidentielle. Il est aussi le 2e vice-président de l'Assemblée nationale. La Convention de la majorité présidentielle que nous avons quittée a échoué à faire de son cadre un cadre de concertation, de débat politique, démocratique sur les questions d'intérêt national. Autre grief des partants, la gouvernance actuelle. Amadou Thiam. Il y a un éloignement considérable de la gouvernance actuelle avec les engagements de 2013 quand le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu. La gestion du dossier nord du Mali par le gouvernement pose aussi problème pour les démissionnaires. Amadou Thiam, président de l'ADP Mali et 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Un papier, une signature n'amène pas la paix. Dans la mise en œuvre de cet accord de paix, il y a une traîne qui est là et qui continue à prolonger la souffrance des Maliens. Pour cet élu, d'autres partis de la majorité présidentielle sont également insatisfaits de la gouvernance actuelle, même s'ils n'ont pas encore franchi le Rubicon. Serge Daniel, Bamako, RFI. Un Nigérian condamné il y a 3 ans à 24 ans de prison en Afrique du Sud pour avoir organisé des attaques terroristes dans son pays a fait appel. Il est accusé notamment d'être l'auteur d'un double attentat qui avait fait 12 morts. C'était à Abuja lors du 50e anniversaire de l'indépendance du Nigeria. À l'époque, il était l'un des responsables du MAND, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, mouvement aujourd'hui dissous. Cet homme avait été arrêté en Afrique du Sud. RFI à Antananarive, 96 FM.
Direction l'île Sainte-Marie à Madagascar avec cette affaire du double meurtre de 2 jeunes Français. L'enquête avance selon les autorités, mais de manière plutôt surprenante puisque ce soir, 7 personnes étaient encore gardées à vue. Notre correspondante s'est entretenue avec les différents responsables de la justice, de la police et de la gendarmerie. Alors si les autorités affirment que tous les moyens sont mis à disposition pour permettre l'avancée de l'enquête, la réalité sur le terrain semble bien différente. Sarah Teto. Ce soir, ils sont toujours 7 individus à avoir été interpellés. 2 femmes, 5 hommes. Un Français fait partie des suspects. 5 d'entre eux résident à Sainte-Marie. Les 2 autres viennent de Tamatave. Pour le moment, seules les 4 personnes qui étaient en boîte de nuit le soir du meurtre ont été auditionnées. Le procureur a dressé le profil du Français, la vingtaine, animateur de plongée et ex-petit ami de la victime. Étrangement, l'homme d'État ne disposait pas des mêmes informations pour les autres suspects. Il a été incapable d'en dire plus sur ces derniers. Pour le moment, très peu de témoins sont venus à la rencontre des gendarmes. Pourtant, la plage où ont été retrouvés les corps est encerclée de maisonnettes. Ici, on parle d'omerta. Questionné sur la possibilité que des témoins aient pu être payés pour se taire, les autorités n'ont pas démenti. Aujourd'hui, presque 4 jours après le drame, la plage a enfin été ratissée par les enquêteurs et les maisons aux alentours ont finalement fait l'objet d'enquêtes de voisinage. Interrogé sur leur manière étrange de procéder sans véritablement fixer de priorité, le commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale de Tamatave a répliqué fermement que l'enquête judiciaire suivait un processus rigoureux. Devant peu d'avancements concrets, les langues se délient dans l'île et les rumeurs vont bon train. Les autorités ont tenu à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un cas malgache contre Français ou contre les étrangers de manière générale. Il s'agit d'un acte isolé. Sarah Teto, Sainte-Marie, RFI. En République démocratique du Congo, la situation est explosive à Butembo, dans le nord-est du pays. 2 femmes ont été brûlées vives ce matin lors d'échauffourées. Le climat à Butembo est extrêmement tendu depuis le massacre de Beni il y a une semaine et qui a fait une 50aine de morts. Le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a décrété un couvre-feu à Beni et à Butembo de 19h à 6h du matin pour les 15 prochains jours. On reste en RDC où les mesures annoncées par le ministre de la Justice continuent de faire réagir. Parmi elles, la réouverture de 2 médias, jusque-là interdits d'émettre et considérés comme proches de l'opposition. Il s'agit de Canal Futur Télévision de Vital Caméré et de Canal Kin Télévision de Jean-Pierre Bemba. L'organisation Journalistes en danger prend acte mais estime qu'il faut faire plus. Elle réclame la réouverture d'une dizaine d'autres médias et s'interroge sur les critères retenus par les autorités. Chivis Chivouadi, le secrétaire général de Journalistes en danger. Nous ignorons tous des critères sur base desquels ces 2 médias ont été sélectionnés, alors qu'il y a près d'une dizaine d'autres qui restent fermés. S'il s'agit d'une omission de bonne foi, il est temps que le gouvernement puisse se rattraper parce que nous avons donné les noms précis des médias dont nous pensons qu'ils doivent être ouverts. Il s'agit notamment de la radio Lisanga Télévision qui appartient à M. Roger Lumbala, qui est de l'opposition. Vous avez à Beni la radio Liberté Beni qui appartient à M. Jean-Pierre Bemba. Vous avez 4 médias à Lubumbashi qui appartiennent tous à des leaders qui sont dans l'opposition. La radio-télévision Djoua de M. Mouyambo, la radio Nyota Télévision et radio-télévision Mapendo qui appartiennent les 2 à M. Moïse Katumbi qui est candidat déclaré à la présidentielle. Et vous avez la voix du Katanga qui appartient à M. Kungwa Kumanza qui est un des leaders du groupe des 7 partis qui sont passés dans l'opposition. Et nous avons à Kinshasa un journal, Congo News, qui est fermé aussi depuis de longs mois. Donc tous ces médias, nous pensons que leur cas doit être examiné et qu'ils doivent être ouverts aussi sans condition comme les autres. Des propos recueillis par Florence Maurice. Toujours en RDC, l'ONU a recensé 383 cas de violation des droits de l'homme au mois de juillet dernier, dont un tiers ont été commises par la police nationale. C'est ce que révèle le rapport mensuel du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Autre tendance préoccupante, la restriction de l'espace politique. 72 violations à caractère politique pour ce mois de juillet, 500 depuis le début de l'année. Et puis au moins 10 militaires et 4 policiers ont été condamnés pour des actes constitutifs de violation des droits de l'homme. La RDC confrontée à une épidémie de choléra depuis le mois de janvier. Après la Centrafrique, la maladie se propage et sur le terrain, les ONG jugent la situation préoccupante. Chloé Gandolfo.
Le bilan est lourd. 382 personnes sont mortes depuis le début de l'année en République démocratique du Congo. 15 000 ont été contaminés par le choléra et l'épidémie se propage de façon préoccupante. Ce sont les termes employés par l'Organisation mondiale de la santé en conférence de presse mercredi à Kinshasa. Selon l'OMS, le choléra s'étendrait le long du fleuve Congo et de la rivière Ubangi. Ce cours d'eau dessine la frontière entre la RDC et la Centrafrique. En République centrafricaine, les autorités ont déclaré l'épidémie de choléra le 10 août. Les autorités sanitaires des deux pays se réuniront prochainement pour tenter de trouver une solution commune pour lutter contre l'épidémie. Pour rappel, le choléra entraîne d'importantes diarrhées et une déshydratation extrême. La maladie peut se transmettre en buvant de l'eau ou en avalant de la nourriture contaminée par la bactérie Vibrio. Pour éviter la contamination, les autorités ont appelé dans la mesure du possible à bien se laver les mains avec de l'eau courante, du savon ou de la cendre, à boire de l'eau potable ou à la faire bouillir longuement et manger des aliments bien cuits et chauds. Chloé Gandolfo sur RFI. En Afrique du Sud, on apprend l'hospitalisation de Desmond Tutu, l'archevêque sud-africain, anglican et prix Nobel de la paix. Hospitalisation pour une infection récurrente qui lui a déjà valu 3 hospitalisations l'an dernier. Par ailleurs, sa fille dénonce la persistance de préjugés contre les homosexuels en Afrique. Elle l'a dit lors du 39e congrès de la Fédération internationale des droits de l'homme. Elle-même est pasteur de l'église anglicane. Elle est mariée à une femme et elle a rappelé que même en Afrique du Sud, pourtant symbole sur le continent de la lutte contre les violations des droits de l'homme, la discrimination contre les homosexuels existait toujours. À Johannesburg, Alexandra Bonjon. Sur un continent où l'homosexualité est encore largement considérée comme un crime, l'Afrique du Sud fait figure de précurseur. Le mariage entre personnes du même sexe y est légal depuis 2006. Les droits des LGBT, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont protégés par la Constitution. Et pourtant, dans les faits, la discrimination continue d'exister. Canon Potutu, fille du prix Nobel de la paix, en sait quelque chose. Pasteur de l'église anglicane, elle a récemment épousé une autre femme et a perdu sa licence lui permettant d'exercer. Tutu regrette que l'église ne soit pas toujours du côté de ceux qui militent pour les droits de l'homme. Épouser ma partenaire a été une grande joie. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien de membres de ma congrégation. En revanche, l'église a le travers de toute grande institution, à savoir une mentalité institutionnelle. C'est-à-dire que parfois les règles qui sont mises en place le sont sans aucune considération pour l'impact que cela va avoir sur la vie des gens. L'église anglicane sud-africaine, bien qu'acceptant l'homosexualité, ne reconnaît pas le mariage entre personnes du même sexe, bien que des discussions sont en cours au sein de l'église pour une éventuelle réforme. Alexandra Bonjon, Johannesburg, RFI. Et toujours en Afrique du Sud, le rang de la monnaie nationale déjà bien mal en point a encore dégringolé ce soir. Une chute après l'annonce par le ministre des Finances sud-africain qu'il ne se rendra pas demain à la convocation de la police. Celle-ci le soupçonne d'avoir supervisé l'espionnage d'hommes politiques, dont l'actuel président sud-africain Jacob Zuma. L'équipe d'Éthiopie qui était aux Jeux Olympiques de Rio est rentrée la nuit dernière à Addis Abeba et sans surprise, il manquait l'athlète Feyisa Lilesa. Le marathonien arrivé 2e à Rio avait marqué par son geste politique. Rappelons qu'en franchissant la ligne d'arrivée, le médaillé d'argent avait croisé les poignets comme s'ils étaient menottés. Tout cela en signe de soutien aux manifestants Oromo qui protestent contre le régime éthiopien depuis novembre. L'athlète de 26 ans avait déclaré qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays de peur d'être tué. En Éthiopie, en tout cas, il est vu comme un héros plus par son geste que par sa performance olympique. Justine Boulot. À Addis Abeba, on évite d'en parler en public de peur d'être épié. Feyisa Lilesa a marqué les esprits par son geste de soutien aux manifestations de l'ethnie Oromo dont il est lui-même issu. Mais les Éthiopiens ont été privés de la scène en direct puisque la chaîne de télévision d'État a censuré les images en clôture des Jeux Olympiques. Sur les réseaux sociaux, les Éthiopiens se lâchent plus facilement. Un homme courageux, dit-on, jusqu'à comparer son geste à ceux des athlètes des JO de Mexico en 68 qui, sur le podium, avaient levé le poing, symbole des Black Panthers.
Si je rentre en Éthiopie, peut-être qu'ils vont me tuer ou m'emprisonner. La déclaration poignante de l'athlète à Rio a porté sur la scène internationale les révoltes éthiopiennes réprimées dans le sang. Pourtant, le gouvernement avait déclaré qu'il serait le bienvenu et que ses opinions politiques étaient respectées. Mais dans un contexte de répression violente, personne en Éthiopie n'est surpris de son absence. Un financement social organisé par la diaspora, censé l'aider à s'expatrier, a déjà levé plus de 120 000 $. Justine Boulot, Addis Abeba, RFI. RFI, il est 1h moins le quart ici à Paris. Afrique Soir, Sylvie Berruet. Merci de rester avec nous à l'écoute. Merci de votre fidélité. À suivre au cours du prochain quart d'heure, les sports. Antoine Gronier nous rejoindra pour nous parler de football et de la dernière journée du groupe A de la Ligue africaine des champions. La ZAC Abidjan termine dernière de son groupe. À suivre également les meilleurs moments du zapping. Appel sur l'actualité avec Marie Casadebé. Ce matin, vous avez été nombreux à réagir à la journée morte à laquelle avait appelé l'opposition en République démocratique du Congo. Mais avant cela, nos invités. Nos invités, car ils sont deux ce soir pour parler de la présidentielle du 27 août au Gabon. 11 candidats en lice pour le scrutin. Des candidats qui s'affichent comme opposants, d'autres comme indépendants. Le président sortant Ali Bongo se présente. Il avait succédé à son père Omar Bongo à sa mort en 2009. La campagne électorale a été marquée par les ralliements de Casimir Oyemba, de Guine Zumba Ndama et de Léopold Ngoulakia à l'opposant Jean Ping. Les observateurs s'attendent à un duel entre Jean Ping et Ali Bongo. Campagne dans un climat tendu. Elle a été marquée par la polémique sur la nationalité gabonaise ou pas d'Ali Bongo. Ce soir, Jean-Jacques Louarn reçoit deux candidats indépendants, Gérard Elan Nguema puis Bruno Ben Moubamba. Gérard Elan Nguema, bonjour. Bonjour. Le système Bongo, père et fils, peut-il se dissoudre dans une simple élection présidentielle ? Je pense que oui et je pense que non. Oui, si les acteurs politiques qui sont appelés à effacer ce système s'accordent et jouent franc jeu. Non, s'il y a des pyromanes au sein de l'opposition qui font semblant de combattre ce système et dans le même temps jouer le jeu de son maintien. Mais je crois que l'essentiel, c'est les Gabonais, de la volonté des Gabonais pour son départ ou son maintien. Vous dites « Je suis le candidat des pauvres, des opprimés, des orphelins, des chômeurs, des souffrants et des désespérés ». Oui, en l'état actuel de notre pays, il y a une élite comprador qui s'est scindée. La première est restée à conserver le pouvoir, la deuxième joue le jeu de l'opposition. Dans ce jeu, ce sont les laissés pour compte, ce sont les opprimés qui vont être la risée de ces deux grands groupes. Pour moi, je dis aujourd'hui, je pense que pour que le Gabon sorte de cet embrigadement orchestré par cette élite, il va falloir que les Gabonais choisissent quelqu'un de nouveau qui peut s'attaquer à tout sans exception. Il ne s'agit pas de déshabiller Jean pour habiller Paul. Il ne s'agit pas de dire Lucifer, je ne veux pas de toi et embrasser Belzébuth. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'engager le processus du changement véritable. Non le changement de chaise. Il s'agit du changement véritable. Ça veut dire le changement qui rend réellement impossible l'imposture à la tête du pays. Il s'agit du changement qui réorganise notre société. On a besoin de quelqu'un qui peut avoir pour arme politique le dialogue, la concertation et le consensus. La polémique sur l'acte de naissance d'Ali Bongo, ce débat houleux, est-il mobilisateur pour l'électeur gabonais ou est-ce de l'ordre de la distraction selon vous ? La polémique autour de l'acte de naissance de M. Ali Bongo révèle l'aspect selon lequel nos institutions ne sont pas fortes. C'est une question d'ordre judiciaire. Le judiciaire devrait trancher. Gérard Elan Nguema, merci. Bruno Ben Moubamba, bonjour. Bonjour. Pourquoi être candidat à la présidentielle de 2016 ? Je porte le rêve d'un autre Gabon, d'un autre pays. Je souhaite le changement du système Bongo parce que le système est épuisé au bout d'un demi-siècle. Nous avons besoin de tourner la page du système Bongo qui a été inauguré par Albert Bernard Bongo sous la guerre froide. Aujourd'hui, nous sommes
2/3 de la population est composée de jeunes. Il y a beaucoup de chômage, beaucoup de problèmes sociaux. La matrice du système est épuisée. Il faut renouveler le système. Et je suis candidat parce que l'œuvre politique de l'opposant Pierre Mamboundou, mort en 2011, doit être poursuivie malgré les persécutions, malgré les attaques et malgré aussi les manipulations diverses et variées. Je suis aussi candidat parce que j'ai été un des fondateurs de l'Union nationale. J'étais numéro 2 du gouvernement alternatif de M. André Mbaoban, décédé en 2015. Je porte en moi un double héritage, celui de Pierre Mamboundou et celui d'André Mbaoban. Et je souhaiterais que le Gabon d'après, c'est le thème de ma campagne, puisse se mettre en place et que nous inaugurions un nouveau cycle politique au Gabon. C'est difficile, d'autant plus que le système politique est tenu par des piliers de l'ancien système, que ce soit dans l'opposition ou au cœur de la majorité au pouvoir. Diriez-vous que le Gabon est malade de sa classe politique ? Le Gabon est malade de sa classe politique parce que cette classe politique est essentiellement composée de personnalités qui se sucrent sur la bête de l'État. Le Gabon est malade de sa classe politique parce qu'il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de tensions, il y a comme une dérive verbale, violente, qui pourrait entraîner demain de la violence dans le pays. Le Gabon est malade de sa classe politique parce que les nouvelles générations n'y sont pas représentées. J'estime que ma candidature est aussi la matérialisation d'un choc des générations entre les milliardaires, si je puis m'exprimer ainsi, qui mettent toute la politique sous le règne de l'argent, et nous, la génération qui se bat au nom des principes, au nom des valeurs, au nom des normes. Bruno Benmoumamba, merci. Et l'invité d'Afrique Matin sera demain Jean Ping, l'ancien président de la commission de l'Union africaine et candidat également de l'opposition à la présidentielle du Gabon. Le retour dans le studio d'Antoine Grenier pour la dernière édition d'Afrique Soir et les sports. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. On va parler de football et de la Ligue africaine des champions. Dernière journée du groupe A, on connaît désormais les affiches des demi-finales. Après les rencontres d'aujourd'hui, 2 matchs nuls. Le Wydad Casablanca affrontera les Égyptiens du Zamalek du Caire en demi. Les Marocains qui sont allés obtenir un nul suffisant, un partout en Zambie face aux Zesco United. Les Zambiens finissent 2e. Ils affronteront leurs voisins des Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains, au prochain tour. Dans l'autre rencontre, l'ASEC Abidjan et le National du Caire quittent la compétition sur un petit 0-0. Les deux formations étaient de toute manière déjà éliminées au coup d'envoi. Les Mimos terminent dernier de leur groupe avec une seule victoire. Et s'il espérait mieux, Siaka Traoré, l'entraîneur de l'ASEC, souhaite maintenant que son équipe se concentre sur le championnat. L'ASEC actuellement 7e avec 14 points et 2 matchs de retard sur le leader, l'AS Standard. Je pense que c'est un bilan pas positif, moins négatif, mais je pense qu'encore une fois, on pourrait faire peut-être mieux. Peut-être on pourrait faire mieux si on négociait mieux nos matchs ici. Encore une fois, je l'ai dit, arrivé à ce stade de la compétition, il y a l'expérience qui joue. Et nous, on avait des joueurs un peu moins expérimentés. Je pense que ça joue un peu sur ce côté-là. Et maintenant, vous allez regarder vers le championnat, il vous reste 4 matchs à jouer. Ouais, moi, je pense qu'il faut bien finir le championnat. Il faut bien finir le championnat. Il faut chercher à gagner les 4 matchs, puis ensuite, et voir la suite. Il faut bien finir le championnat. Non, en fait, l'objectif, c'est jouer les premiers rôles. Mais nous, on joue toujours les premiers rôles. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais l'objectif de la SEC, c'est jouer les premiers rôles. Siaka Traoré, l'entraîneur de la SEC, au micro d'Emmanuel Kofi. Et en Coupe de la Confédération, là aussi, un rencontre sans enjeu pour la dernière journée du groupe B. Le Kaukab Marrakech recevait les Libyens de l'Al Ahly Tripoli. Match nul entre les deux formations, de partout, score final. Les locaux qui finissent donc sur une note un petit peu moyenne. Ils restaient sur 3 défaites de rang alors qu'ils avaient démarré cette phase de groupe par 2 victoires. Tripoli, de son côté, cherchait à remporter son premier match. C'est raté, le bilan étant de 2 nuls pour 4 défaites. En Europe, à présent, le début des matchs retour. Dernier tour de qualification pour la Ligue Europa ce soir. 5 rencontres, qualification de Yaya Touré et Manchester City qui passent les barrages grâce à un succès 1-0 sur le Steaua Bucarest. Il n'y avait pas d'inquiétude, le score cumulé est 6-0 en faveur des Anglais. Élimination en revanche pour le Burkinabé Bertrand Traoré et l'Ajax Amsterdam battu 4-1 par les Russes du FK Roscoff.
Rostov. De son côté, le Red Bull Salzbourg, le club du Malien Diadier Samasekou, fraîchement convoqué par Alain Giresse chez les Aigles, a été poussé en prolongation, non pas poulet, n'importe quoi, a été poussé en prolongation par le Dynamo Zagreb et ce sont finalement les Croates qui se sont imposés 2-1 sur un but de l'Algérien El Soudani. Ils éliminent ainsi les Autrichiens. Et toujours du football, mais côté transfert à présent, c'est fait. Henri Cévé a été présenté officiellement par l'AS Saint-Etienne. L'international sénégalais de 25 ans portera le numéro 11. L'attaquant connaît bien la Ligue 1. Il a en effet passé 9 saisons à Bordeaux avant de rejoindre l'Angleterre et Newcastle. C'était en janvier dernier. Un transfert loin de faire son bonheur sportivement parlant puisqu'il n'y aura disputé que 4 petits matchs en 6 mois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il revient en France. Henri Cévé, c'est pour jouer. Très content et aussi soulagé de pouvoir enfin retrouver les terrains. Donc vraiment pressé de reprendre avec les coéquipiers et retrouver un peu cette Coupe d'Europe, on espère tous. Reprendre des bonnes sensations et faire plaisir sur le terrain et gagner avec les Verts. C'est toujours difficile de parler de soi, mais je pense que je suis un joueur, on va dire, actif, technique, on va dire. Donc tout faire sur le terrain pour montrer qu'on est venu vraiment pour faire quelque chose de bien et réaliser une saison plus qu'intéressante. J'ai échangé avec beaucoup d'anciens joueurs de Saint-Etienne comme Manu Rivière, Joshua Guilavogui qui m'ont parlé de cette ferveur-là. Donc vraiment pressé de voir l'ambiance qu'il y a au stade et content de pouvoir rejoindre cette équipe. Henri Cévé, l'attaquant sénégalais de Saint-Etienne, interrogé sur le site officiel des Verts. Le rugby avec la Coupe d'Afrique des moins de 19 ans qui démarre aujourd'hui. 8 équipes qui sont réparties sur 3 sites. Windhoek en Namibie, c'est comme ça que... Non, Windhoek, c'est comme ça que ça se prononce. Hein. Vous m'avez vilipendé tout à l'heure à ce sujet. Windhoek en Namibie, également à Casablanca au Maroc et à Tananarive à Madagascar. Il y avait 3 matchs ce mercredi dans cette CAN U19. Dans le groupe A à Windhoek en Namibie, donc victoire de justesse du Zimbabwe sur le Kenya 27-26. Pas de problème en revanche pour la Namibie qui a largement dominé la Tunisie 64-0. Et dans le groupe B à Casablanca, le Sénégal et le Maroc se sont séparés sur un score de 22-12 en faveur des Sénégalais. Demain à Madagascar, toujours dans ce groupe B, les Malgaches affronteront l'Ouganda. Et on termine avec le tennis. C'est l'US Open qui démarre. Premier tour de qualification aujourd'hui. C'est terminé pour 11 Jabeur, 190e mondiale. Elle a été sortie en 3-7 par la 103e au classement WTA, la chinoise Ying Yingduan. Merci beaucoup. C'était le journal Antoine Grenier qui signe cette dernière édition des sports dans Afrique Soir. Merci à vous de nous écouter. Bonne soirée, restez avec nous. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Demain. Pourquoi écouter en binaural ? Nous vous proposons avec un simple casque sur les oreilles de vivre une expérience immersive et multidimensionnelle dans notre laboratoire radiophonique. Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi à partir de 14h10 TU. RFI. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Hier, une partie de l'opposition du RDC appelait à une journée ville morte et décidait de boycotter les travaux de préparation au dialogue avec la majorité. L'UDPS et le MLC estiment que leurs exigences n'ont pas été respectées. Vous nous avez donné votre avis ce matin sur leur décision. Je suis resté à la maison à l'appel de l'opposition justement pour soutenir cette opposition qui a une fois de plus récusé M. Dame Kodjo qui convoque des activités par rapport au dialogue unilatéralement. Il a été convenu avant d'y aller, il faudra remplir certaines conditions, certains préalables qui ont été donnés par l'opposition. Et à la grande surprise, 4 prisonniers soi-disant politiques qui ont été libérés, certains croupissent encore dans les prisons. Le cas de Diomi Ndongala, il avait des avocats, les preuves ont été apportées à l'audience et vous pensez que c'est un prisonnier politique? L'opposition congolaise n'a pas de projet de société à soumettre à l'opinion. Le seul moyen pour eux qu'elle pense, c'est d'aller dans la violence et accéder au pouvoir par la violence. Il y a plus ou moins 7 millions de Congolais qui n'ont pas été recensés. Le fichier électoral qu'il faudra remettre à jour. Ces gens-là ont droit aussi de participer à la vie politique de leur pays. Il faut recenser ce monde-là et faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation possible après les élections.
D'abord, l'opposition ne parle pas d'une voix, il faut le noter. Et ensuite, ces revendications, c'est une sorte d'ironie parce que c'est toujours les mêmes. On prend l'exemple de Tshisekedi. En 2005, il avait boycotté le référendum constitutionnel. En 2006, il avait boycotté les élections. En 2011, il avait accepté les élections et par après, il a boycotté la participation de ses élus à l'Assemblée nationale. Donc, nous nous retrouvons toujours devant les mêmes scénarios. Quand il y a une occasion pour que le pays se mette ensemble et discuter des choses sérieuses, il y a toujours les mêmes qui reviennent avec des boycotts. Parce que le pouvoir en fait un pas, il appartient aussi à l'opposition de faire quelques concessions. Donc on prend un individu qu'on va remplacer à la place de M. Kabila, qui va faire pratiquement peut-être la même chose. Comment changer les pays? Comment ne plus arriver à cette situation-là? Parce qu'aujourd'hui, tous les maux du pays, on les met sur la tête de M. Kabila. Non, c'est sur la tête de la mentalité congolaise. Donc tout le monde doit se mettre sur une même table pour discuter de comment aller de l'avant. Demain, nous lancerons le débat sur les réseaux sociaux avec la multiplication de coupures nettes et de sanctions d'usagers. Pourquoi font-ils si peur aux autorités de certains pays? RFI, la sélection du mois. Oltan. C'est un pays tranquille où les gens sont discrets. C'est comme tout, faut du temps pour l'apprécier. Dafer Youssef. RFI.